João Lourenço tente de concilier les chefs d'État congolais et rwandais après la désescale qui a eu lieu ces dernières semaines entre les deux pays. Félix Tshisekedi et Paul Kagame devraient se rencontrer pour la deuxième fois en l'espace d'un mois, tout seul cette fois. Début de l'examen national de fin d'études primaires ce mardi dans plusieurs provinces dans le pays. Sur les 2 millions des candidats qui passent ces épreuves, l'on compte près de 50% des filles, une statistique encourageante par rapport aux années précédentes. Le nouveau président de la Cour constitutionnelle a convoqué l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature. Depuis 5 ans, les magistrats ne s'étaient plus rencontrés pour évoquer les différentes questions qui entourent ce secteur. L'armée ne participera plus au dialogue national au Soudan. Le général Abdel Fattah al-Burhan a décidé de laisser les civils former un gouvernement avec des personnes compétentes. Bienvenue au 13h sur Télé 50. Possible rencontre ce mercredi à Luanda entre le chef de l'État Félix Tshisekedi et Paul Kagame du Rwanda sous la médiation du président angolais. João Lourenço va tenter d'offrir ses bons offices en vue de résoudre le différend qui oppose Kinshasa à Kigali, une annonce pas du tout bien accueillie par une bonne partie de la population congolaise. Depuis un certain temps, les deux pays, le Rwanda et la République démocratique du Congo, sont à couteau tiré, sur le plan diplomatique et sur le plan militaire. Depuis la reprise de combats de groupes M23 considérés comme terroristes par la République démocratique du Congo contre les positions des FARDC dans l'est de la République démocratique du Congo, près de la frontière rwandaise. Kinshasa, avec preuve à l'appui, accuse ses deux voisins, Rwanda et Ouganda, de soutenir le M23. Le gouvernement est allé loin jusqu'à considérer les hommes de Makenga comme des terroristes. Si sur le terrain des affrontements, les militaires congolais mettent la pression sur le M23 côté de l'ennemi, selon la société civile sur place, c'est les renforcements en hommes. Plus de 50 camions remplis de militaires rwandais ont franchi les frontières pour venir en aide aux terroristes M23. Quant à la communauté internationale, certains Congolais l'accusent de la duplicité et de l'hypocrisie dans cette tension, mais l'Union européenne s'est réveillée de sa torpeur. Pour cette fois-ci apporter leur soutien au FARDC. Dans un communiqué, l'Union européenne demande au M23 et à tous les groupes rebelles de déposer les armes et de se retirer. La rencontre entre les deux chefs d'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Paul Kagame, n'a pas laissé indifférent la classe politique congolaise. Pour le mouvement citoyen, Lucha Filimbi pour ne citer que cela. C'est une fin de non-recevoir à tout type de dialogue entre le Rwanda et la RDC. Ce mouvement citoyen rappelle qu'au moment où ces deux personnalités projettent de se rencontrer, les troupes rwandaises occupent encore Bunagana, que des milliers d'enfants ne peuvent pas aller à l'école, des femmes se font violer et l'on enregistre à plusieurs déplacements dans la région. Le mouvement citoyen demande au chef de l'État de ne pas engager la République dans les accords supplémentaires qui mettraient davantage en péril la souveraineté économique et territoriale de la République démocratique du Congo. En tout cas, l'ensemble des Congolais aura les yeux rivés sur Luanda pour suivre minutieusement ce qui sera fait et ce qui sera dit. Félix Tshisekedi qui continue des efforts sur le plan social. Il a promis lors de son dernier discours à la nation que la maternité devrait être gratuite dans les prochains jours. Une promesse qui suscite la joie mais qui soulève également des questions sur les moyens de cette politique. Christian Kalonji a rencontré des potentiels bénéficiaires de cette mesure et des spécialistes du secteur. Dans les semaines qui viennent, le programme d'accès gratuit aux soins de santé pour la femme enceinte, les accouchements et les soins aux nouveau-nés sera effectif dans l'ensemble des zones de santé de Kinshasa. La nouvelle est plutôt bien accueillie dans les rues de Kinshasa, particulièrement par les femmes enceintes qui sont directement concernées par cette promesse du président de la République. Pour beaucoup, cette annonce est un véritable ouf de soulagement compte tenu de la crise qui frappe le pays. À Vidjana, une maternité publique réputée de la métropole que nous avons visitée ce lundi, les femmes enceintes comme celles ayant accouché saluent la mesure et insistent sur son application.
Cette mesure, annoncée par le chef de l'État en faveur de femmes enceintes, est une très bonne nouvelle. Elle aurait pu même s'appliquer maintenant pour nous qui venons de mettre au monde. Nous attendons impatiemment son application. La gratuité de la maternité, oui, mais son application implique la prise en charge par l'État des salaires des sages-femmes. Selon les statistiques nationales d'information sanitaire, la ville de Kinshasa compte 1 million d'habitants avec un nombre d'accouchements par jour qui avoisinerait les 10 000. À en croire un expert en matière de couverture de santé universelle qui a requis l'anonymat, cette mesure doit s'accompagner de certaines réformes structurelles et fonctionnelles. Selon lui, l'État congolais devrait prévoir environ 150 millions de dollars l'an pour être à même d'appliquer la gratuité de la maternité dans la capitale, Kinshasa. Le gouvernement a-t-il les moyens de sa politique? Ne s'agit-il pas d'une promesse de trop faite à la population? Toutes ces questions méritent d'être posées. En santé, signature d'une ordonnance présidentielle portant nomination des 1654 agents de carrière des services publics de l'État au grade des fonctions de médecin général, médecin résident du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Cet acte, faudrait-il le souligner, a été la plus grande revendication des médecins ayant même été à la base de la reprise de la grève annoncée par le SINAMED, syndicat des médecins, pour ce mercredi 6 juillet. Je l'ai annoncé dans le sommaire, l'examen national de fin d'études primaires démarre ce mardi 5 juillet sur toute l'étendue du territoire congolais. Le coup d'envoi a été donné à partir de Kisangani dans la province de la Tchopo par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique et PST, Tony Mwaba. 2 11 188 candidats sont attendus pour l'ENAFEP 2022, dont près de 50% des filles comparativement à l'année passée où le nombre était inférieur. Cette fois, c'est à Kisangani que le ministre Tony Mwaba a donné le go de l'examen national de fin d'études primaires. Toute la famille éducationnelle de la grande province orientale s'est mêlée aux autorités politico-administratives au collège Mayele à cette occasion. Au total, plus de 2 millions de candidats sont attendus pour l'ENAFEP édition 2022, dont 958 649 filles, le tout réparti dans 8 111 centres de passation. Des statistiques encourageantes qui démontrent les biens fondés de la gratuité de l'enseignement primaire prônée par le président Tshisekedi. Tony Mwaba, qui s'assure de l'application de cette politique, lui a rendu des vibrants hommages. D'un système éducatif équitable, inclusif, de qualité, en phase avec les objectifs du développement durable. Bref, un système éducatif efficace, efficient et compétitif, parce que bâti selon les standards internationaux. Ces candidats, c'est entre leurs mains que réside l'avenir du pays et le ministre en est conscient. En ce jour de mardi 5 juillet 2022, à partir du collège Mayele de Kisangani, est attendu pour l'ensemble du pays. Ces candidats seront répartis dans 8111 centres de passation, alors que ceux de 2021 avaient passé le test national de fin d'études primaires, TENAFEP. Première étape, l'examen national de fin d'études primaires se clôture ce mercredi, 6 juillet 2022. Également et en off, l'Assemblée générale extraordinaire du Conseil supérieur de la magistrature démarre aussi ce mardi. L'intersyndicale de la magistrature salue la convocation de ces assises après plus de 5 ans et parmi les matières à traiter, le dossier relatif aux conditions socio-professionnelles des magistrats. Le gouverneur du Sankuru, Jules Lodi-Emongo, a rendu public son équipe gouvernementale lundi à Lusambo. Cette équipe gouvernementale est constituée de 10 membres, dont une femme. Plusieurs formations politiques intègrent ainsi le nouveau gouvernement, dont l'UDPS Tshisekedi, le FONUS de Joseph Olengankoy, le PPRD et le CCU de Lambert Mende. Nous avons donc tenté en vain de joindre le gouverneur Lodi-Emongo pour connaître les objectifs assignés à ce premier gouvernement de son mandat, mais nous y reviendrons sûrement dans nos prochaines éditions.
La chaîne thématique conçue pour la promotion et l'éducation en République démocratique du Congo, RT Éduc, célèbre ses 4 ans à l'occasion, une occasion pour le comité directeur dirigé par de Vaillant pour vanter son bilan à la tête de cette chaîne et compte relever les défis dans le secteur médiatique congolais. Après 4 ans, Éduc TV veut plus d'impact sur la scène politique et éducationnelle congolaise. Juillet 2018, juillet 2022, 4 ans après, la radio Télé-Éduc existe. Et cette fois-ci, le nouveau comité veut encore s'imposer sur la scène médiatique congolaise. Au-delà de difficultés, au-delà de portes qui sont fermées, au-delà des réalités sur le terrain, nous sommes restés constants et nous avons pu le faire. Entouré du comité dirigeant et devant la presse nationale et internationale pour le comité Shungu, 4 ans est le moment des projections pour plus d'impact sur l'ensemble du territoire national. Attaquer en répondant à des besoins, c'était celui de fournir des efforts, consentir des efforts pour réussir l'ouverture en ce qui concerne le secteur de l'éducation. Remonter les conditions sociales des agents et offrir des moyens nécessaires pour l'émergence de la chaîne, tel est le défi pour les prochaines années. Nous avons construit, réaménagé un bâtiment dotant les agents et les responsables directeurs de bureaux, une grande salle de rédaction. Faites un tour dans beaucoup de médias ici sur place, vous verrez qu'il n'y a aucun, presque pas, je dirais rares sont ces médias qui ont les conditions de travail. Pour ces 4 ans, le comité Shungu ainsi que tous les personnels remercient les efforts du gouvernement par les trichements de Tony Mwaba, qui n'aménage aucun effort pour améliorer les conditions sociales des agents et aussi à l'implication du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et en Afrique, l'Algérie célèbre le 60e anniversaire de son indépendance après 132 ans de colonisation française. Ce divorce, qui s'est fait dans le sang et les larmes, crispe encore lourdement les relations entre les deux pays. Le 5 juillet 1962 reste toujours gravé dans la mémoire collective des deux pays. Pour l'Algérie, c'est la joie de l'indépendance de prendre son destin en main après la fin de la colonisation française intervenue quelques années plus tôt au Maroc et en Tunisie. À l'époque, l'Algérie indépendante incarne un monde qui monte en puissance et qui veut prendre toute sa place dans les concerts des nations. Côté français, c'est près d'1 million de pieds noirs qui quittent l'Algérie en quelques mois, laissant derrière eux des vies de travail et un attachement viscéral à une terre où ils n'ont plus leur place. Lors de son premier quinquennat, Emmanuel Macron avait voulu faire de la réconciliation franco-algérienne un marqueur. Aujourd'hui, le président français a un sentiment de frustration. Pourtant, il a multiplié les gestes symboliques d'apaisement. On se souvient de la restitution des crânes des combattants algériens du 19e siècle, de la déclassification des archives françaises en Algérie, de la reconnaissance des tortures et de la disparition de Maurice Audin. Mais pour se réconcilier, il faut être deux. Et Emmanuel Macron n'a rien absolument reçu en retour des gestes d'apaisement. Le régime algérien reste plus que jamais enfermé dans sa rhétorique nationaliste née en 1962. Alors, une question se pose maintenant. Que va faire Emmanuel Macron avec l'Algérie? Va-t-il jouer l'apaisement ou les bras de fer? En tout cas, officiellement, Emmanuel Macron appelle au renforcement des relations entre les deux pays dans une lettre adressée lundi 4 juillet au président Tebboune et à la poursuite du travail de réconciliation mémorielle. Puis au Soudan, le général Abdel Fattah al-Burhan a déclaré lundi que l'armée ne participerait plus au dialogue national mené au pays afin de laisser les forces civiles former un gouvernement des personnalités compétentes. Une annonce qui intervient alors que des centaines de Soudanais organisent consécutivement des sit-ins à Khartoum et dans des banlieues. En clair, les militaires annoncent quitter le pouvoir et de ne garder que les prérogatives de la défense et de la sécurité. Il confie aux civils les soins de former un gouvernement.
Une décision annoncée dans une déclaration télévisée par le chef du Punch depuis le 25 octobre, le général Abdel Fattah al-Burhan, au 5e jour des sit-ins des Soudanais, décidé à en finir avec le pouvoir militaire et sa répression. Dans son mot, il clarifie que l'armée ne participerait plus au dialogue national lancé sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies et de l'Union africaine, disant vouloir laisser les forces civiles former un gouvernement de personnalités compétentes. Il y a urgence, car le pays se trouve à une situation économique très difficile. La communauté internationale a coupé l'aide pour forcer les militaires à lâcher le pouvoir et l'inflation au pays atteint plus de 200%. Dans les centres de Khartoum, où les manifestations occupent les terrains depuis 6 jours, l'allocution a été accueillie avec circonspection et même avant le discours, beaucoup affirmaient ici qu'ils ne faisaient pas confiance au chef militaire. De nouveaux manifestants sont sortis pour monter des barricades, visiblement peu convaincus par la nouvelle promesse du chef militaire, dont la rue réclame la chute sans arrêt depuis jeudi. Ces comités alliés aux forces pour la liberté et les changements, qui est la colonne vertébrale du gouvernement des civils limogés lors du putsch des militaires, restent planchés depuis lundi dernier sur une réponse à donner. En sport, la première édition de la Super Ligue africaine est annoncée pour le mois d'août prochain. La confirmation a été faite dimanche par le président de la CAF après la réunion du comité exécutif tenue au Maroc. Tenez, la CAF promet un prize money de $100 000. La Confédération africaine de football concrétise un projet dont les réflexions ont commencé belle lurette. Il n'est question que des temps pour voir les hostilités être lancées. Dans son speech du dimanche 3 juillet, au sortir de la réunion du comité exécutif, Patrice Motsepe a fait savoir que la première édition de cette compétition réunissant le meilleur club du continent débutera en août 2023. Le patron de la CAF a précisé que les montants des dotations à répartir entre les participants s'élèvera à $100 millions. Plusieurs sources annoncent que cette Super League comprendra 2 phases. Une première avec 3 poules, composées chacune des 8 équipes qui vont s'affronter sous forme de matchs aller-retour, soit 14 matchs au total pour chaque club. Il y aura une poule Afrique du Nord, une poule Afrique centrale et de l'Ouest et une poule Afrique du Sud et de l'Est. Les 5 premiers de chaque groupe et les meilleurs 6e prendront ensuite part à la phase à élimination directe à partir des 8e de finale qui marqueront la fin de la répartition géographique. Les 24 clubs qui devront participer à cette Super Ligue africaine seront choisis sur base du classement CAF de clubs avec sans doute un quota appliqué à chaque pays. 2 clubs de la RDC prendront part à cette Super League. Il s'agit du tout-puissant Mazembe Anglebert et de l'association sportive EV Club, vu la position qu'ils occupent au classement de la CAF de clubs. Dans son adresse, Patrice Motsepe avait également précisé que la Ligue des champions africaine continuera de se disputer malgré l'introduction de cette nouvelle compétition. Après l'échec de ces projets en Europe, la CAF reste convaincue que la Super Ligue africaine va attirer beaucoup d'investisseurs en Afrique vu son caractère lucratif, ce qui permettra aux clubs de se faire un peu plus d'argent et garder leurs meilleurs joueurs. Toutefois, les amoureux du ballon rond restent dubitatifs et attendent impatiemment voir la réalisation de ce projet. Puis le FC Saint-Éloi Lupopo qui célèbre aujourd'hui sa qualification à la Coupe de la Confédération africaine 7 ans après. Les cheminots sont donc conviés à prendre part à ces festivités pour réfléchir aussi sur l'avenir du club. On écoute le président de coordination, le gouverneur Jacques Kaboula. Ça fait 7 ans que l'équipe de Saint-Éloi Lupopo n'a pas joué la compétition africaine. Mais aujourd'hui, gloire à Dieu, l'équipe de Saint-Éloi Lupopo est appelée à jouer la compétition africaine. Ce qui veut dire nous avons reçu le soutien de tout le monde, c'est-à-dire tous les fans, tous les supporters de Lupopo, et nous sommes qualifiés pour la compétition. Et pour ça, nous lançons un appel pour ce mardi, à partir de 14h, à tous les membres de Lupopo, les sectionnaires, et la coordination, le comité sportif, les anciens joueurs, le SAGE, et donc tout le monde. Le rendez-vous, c'est mardi à 14h au stade de la Victoire, qui est le stade Lupopo, pour célébrer cette qualification, mais aussi pour nous organiser pour affronter la compétition africaine. Tout est possible lorsqu'on y croit, tout est possible lorsqu'on s'organise. Et donc, nous avons besoin d'une très grande organisation et une forte mobilisation pour amener notre équipe dans la compétition africaine
afin de remporter. Nous n'y allons pas comme des visiteurs, mais nous voulons y aller pour remporter la coupe. Et donc, j'appelle tous les jaunes bleus d'être si massivement au stade le mardi à 14h. Voilà qui met fin à ce journal. Madame, Monsieur, voici le rappel des principaux titres. Joao Lourenço tente de concilier les chefs d'État congolais et rwandais après la désescalade qui a eu lieu ces dernières semaines entre les deux pays. Félix Tshisekedi et Paul Kagame devraient se rencontrer pour la deuxième fois en l'espace d'un mois, tout seul cette fois. Début de l'examen national de fin d'études primaires ce mardi dans plusieurs provinces dans le pays. Sur les 2 millions de candidats qui passent ces épreuves, l'on compte près de 50% des filles, une statistique encourageante par rapport aux années précédentes. Le nouveau président de la Cour constitutionnelle a convoqué l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature. Depuis 5 ans, les magistrats ne s'étaient plus rencontrés pour évoquer les différentes questions qui entourent ce secteur. L'armée ne participera plus au dialogue national au Soudan. Le général Abdel Fattah al-Burhan a décidé de laisser les civils former un gouvernement avec des personnalités compétentes. Grâce à Lambo va nous rejoindre tout de suite pour la revue de presse. Restez avec nous. Merci de nous retrouver pour la revue de presse de ce mardi avec Grace Salambo Chako qui est de l'autre côté du plateau. Bonjour et bienvenue Grace. Merci Amina. L'actualité de ce mardi est donc dominée par la situation dans l'est de la RDC. Tout à fait. À ce sujet, le journal Le Potentiel note que l'homme fort de Kigali se dévoile lui-même en laissant tomber les masques à propos du M23 afin que nul n'ignore. Kagame relativise en disant que ce n'est pas un groupe terroriste, mais plutôt un groupe ethnique qui revendique ses droits, explique le journal Le Potentiel, justement. Après des crimes imprescriptibles commis sur le sol congolais par les terroristes du M23 et des milliers de morts qui s'en sont suivis, le président rwandais estime maintenant que les problèmes dans cette région ne peuvent être résolus par la force des armes. Il nécessite des solutions politiques. Et à ce sujet, l'ACP rapporte que c'est dans ce contexte que le président Félix Antoine Tshisekedi est attendu mercredi à Luanda, en Angola, pour participer à un sommet sous les auspices du président angolais Joao Lourenço, président en exercice de la conférence internationale sur la région du Grand Lac. Ce sommet, Amina, devrait permettre de s'occuper de tous les aspects qui peuvent contribuer de manière cohérente à promouvoir l'apaisement de la tension qui règne actuellement à la frontière entre les deux pays et contribuer ainsi au renforcement de la paix dans la sous-région. Et à ce sujet, le journal L'Avenir titre Fachi ira ou ira pas. Ce quotidien note que devant une opinion interne hostile et exaspérée face aux agissements du Rwanda, le tabloïd s'appuyant sur les faits qu'une équipe se trouve déjà à Luanda, conduite par le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, croit savoir que le président de la République puisse rejoindre la capitale angolaise dès ce mercredi. Début de l'examen national de fin d'études primaires ce mardi. Plusieurs journaux en parlent également. Oui, justement. Et Forum 2As rapporte que les inspecteurs de l'enseignement primaire, secondaire et technique par la bouche de leurs syndicats ont clairement déclaré qu'ils n'effectueront pas le déplacement pour les différents centres de passation de ce concours certificatif pour les finalistes du primaire, rapporte le journal. Le syndicat national des inspecteurs et des agents de l'enseignement du Congo a appelé au boycott de cet examen, le non-paiement des primes des inspecteurs et autres intervenant pour les éditions ENAFEP de 2019, 2020 et 2021 est la principale cause de cette décision des inspecteurs, explique le président du SINIECO, Henri-Christian Longenga, dans les propos relayés par Forum 2As. Merci beaucoup, Grace Salambo, pour cette revue de presse. Ça a été un plaisir pour moi, Amina. Merci de votre fidélité. Sur Télé 50, l'actualité reste en continu.
l'actualité reste incontinue.